Bon matin, mes amis. Bon matin. J'espère que ça va bien de votre côté, parce qu'ici, les choses se déroulent très bien. Je vous présente Lisbonne, la capitale du Portugal. On est arrivé hier matin, mais j'ai pas pu me promener assez tôt à mon goût. Donc là, c'est le tout premier réveil. Le tout premier... je sais pas comment vous le décrire. Mais bref, il n'est pas encore 6h30 et je voulais avoir le feeling de sentir la ville se réveiller. Fait que je suis là. Encore un petit peu fatigué là, parce qu'avec le décalage et tout, puis la nuit blanche dans l'avion, disons que... Bon, on est encore en train de reprendre des forces là, mais... C'est fou, sérieusement. Hier, j'ai eu le temps quand même pas mal de me promener, là. J'ai eu une bonne grosse journée. Ça finit tôt parce que j'étais très fatigué. Mais j'ai pu voir à quoi ressemblait cette petite merveille. J'ai commencé par la visite de certains quartiers, dont le quartier de Graça, qui est en haut de la colline. Puis c'est un bon endroit où commencer parce qu'on a une vue globale sur la ville. Comme ça nous permet de voir un peu où on va se promener pendant les 2-3 prochaines journées. Puis on voit vraiment de quoi la ville a de l'air. Fait qu'on est allé dans ce coin-là pour ensuite se promener dans le quartier du Castello, où on retrouve le château royal, le château principal qui surplombe Lisbonne. Aïe aïe! Puis après ça, bien, on s'est perdu dans le quartier de l'Alfama, qui est le vieux quartier. Les petites ruelles avec les toits oranges. C'est un dédale de rues où il fait justement très bon se perdre. C'est l'endroit parfait. Et là, ce matin, je veux voir l'allée principale, les rues principales qui mènent... à la Plaço Commerço, je crois, peut-être que je me trompe, là, je vais vous en reparler. Puis je vais prendre le fameux tram 28, c'est pour ça aussi que je me suis levé tôt. Je veux être assis dans ce fameux tramway que les gens prennent pour découvrir la ville, parce que c'est les vieux tramways qui se promènent dans les rues qui montent puis qui descendent. Donc je vais être bien assis pour pouvoir filmer en même temps. Puis ils disent d'être là assez tôt. Morning, hi. Donc, là, je marche vers les places centrales. Et je vais vous montrer... on va commencer par vous montrer ma journée d'hier. Puis après ça, on va retourner à aujourd'hui. Là, je commence à avoir mal au bras pour tenir la caméra. Sur ce, je vais vous laisser. Et on va regarder le soleil se lever à Lisbonne. Ciao, guys! Question de vous mettre un peu dans le beat. Je pense que c'est important de vous en apprendre un peu plus sur le passé de la place. Et pour en savoir un peu plus sur l'histoire de la ville, disons qu'il faut retourner assez loin dans le temps. Parce que des fouilles archéologiques ont prouvé que l'occupation primitive du site de Lisbonne datait d'au moins du 6e siècle avant Jésus-Christ. On a vu successivement passer les Phéniciens, les Grecs et les Carthaginois. Mais les informations historiques datent seulement de la conquête de l'Hispanie par les légions romaines, alors que Lisbonne était encore appelée Olisipo. Utilisée comme camp de base pour les opérations militaires contre les Lusitaniens, la cité fut conquise par les Suèves durant les invasions de l'Empire par les barbares, et ensuite par les Visigoths, qui dominèrent la région jusqu'à ce que la cité tombe sous la domination des Maures d'Afrique au début du 8e siècle, et qui baptisèrent la ville Lisabona. Les visiteurs viennent surtout dans le quartier populaire de Graça pour admirer la belle vue du belvédère. Le panorama sur les toits, sur le château, c'est juste magnifique. On y retrouve aussi un monastère augustinien fondé en 1271 et qui abrite aujourd'hui l'église de Graça, qu'on peut visiter en toute tranquillité.
On y découvre des azulejos, des magnifiques carreaux décorés en blanc et en bleu, et qui nous transportent dans une vibe sereine, très agréable. Et tout autour, je découvre mon premier quartier du Portugal, avec des beaux parcs, des rues relativement aérées, et surtout, des maisons aux devantures vraiment belles, avec des couleurs toutes différentes. Et quand on continue notre marche, on se rend jusqu'au monastère de São Vicente de Fora, et particulièrement l'église adjacente, qui nous accueille dans toute sa grandeur. Yeah, mes amis, ma toute première vidéo au Portugal, ici, à Lisbonne, autour du Panthéon. C'est tout à fait magnifique. Un nouveau trip débile qui commence aujourd'hui. Disons qu'on est rapidement frappé par l'imposante silhouette baroque du Panthéon national. C'est un monument d'une blancheur remarquable et qui se distingue par sa coupole géante, de marbre rose et de dorure. Le Panthéon est bien installé dans l'ancienne église de Santa Engracia. Construite au 16e siècle, l'édifice religieux a pris les fonctions de Panthéon en 1916. On y honore aujourd'hui la mémoire des grands personnages de la nation portugaise. On y retrouve 12 personnalités inhumées à l'intérieur, la plupart étant des hommes politiques ou des écrivains, mais aussi une chanteuse de fado et une poète. Sans compter que sous la coupole, on découvre une série de 6 cénotaphes en hommage à Vasco de Gama. Bref, c'est vraiment une belle place pour commencer notre visite de la ville et en apprendre davantage sur le passé politique du pays. C'est quand même assez cool, hein? On marche à l'intérieur du dôme, de la coupole du Panthéon, puis on peut sortir sur le toit avec une vue panoramique sur l'eau, sur les bateaux de croisière. C'est assez haut, ça fout la chienne un peu. Mais bon, toujours les meilleurs spots pour avoir des belles vues. Ah! Quelle belle journée! Ça s'est réchauffé en plus. J'ai enlevé mon hoodie. J'étais en petit t-shirt. Et c'est le paradis. Je pense que vous me connaissez assez pour savoir que pour moi, découvrir un nouveau pays, c'est souvent d'aller fouiner dans les petits marchés extérieurs, qui même s'ils sont parfois un peu trop touristiques, nous mettent vraiment dans l'ambiance d'un nouvel endroit. On y voit les souvenirs populaires, les objets traditionnels à ramener à la maison, puis les gens de la place. Ça nous met dans le beat et ça part toujours bien un nouveau trip.
Sérieusement, c'est fou comme les rues sont étroites. Puis dans le milieu de tout ça, souvent, t'as les tramways qui montent dans les collines, qui redescendent. C'est vraiment pas large. Des mini-trottoirs de chaque côté. Mais quand on est deux de large, ben ça marche pas. Avec les autos qui passent au travers de tout ça. Sérieux, il faut faire attention. Puis il y a des graffitis partout. Il y a vraiment des graffitis partout, mais ils sont quand même beaux. Honnêtement, ça ajoute... ça amène une certaine touche. Et là, on se dirige vers le château. Le château principal qui était la demeure impériale. Ça va être débile. On retourne dans le passé. Puis il y a tellement d'histoires ici. Que ce soit les Africains, les morts musulmans qui ont été ici. Après ça, les chrétiens, les croisés. C'est fou. Quand on commence la visite d'une grande ville, je pense que c'est toujours important de partir un peu en hauteur. Question d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on s'apprête à découvrir. Et là, du haut des fortifications du château Saint-Georges, je vous garantis qu'on peut vraiment mettre les choses en perspective. On peut contempler à l'horizon le fleuve Tage, qui se vide tranquillement dans l'Atlantique et qui était dans le passé la porte d'entrée de la cité. On peut aussi admirer les différentes places centrales de la ville, comme la place du commerce, où tant de choses sont arrivées. Un peu plus au nord, on voit la belle place Rossio et la place de la Figuera, dominée par une belle statue équestre. Et même tout au loin, le sanctuaire du Christ-Roi, semblable à celui de Rio au Brésil. Sans oublier le pont du 25 avril, très similaire au Golden Gate Bridge de San Francisco. Pas pire quand même, comme vue d'ensemble. D'ici, on voit toute la ville, dans sa beauté remarquable, dans sa grandeur historique. Et là, c'est le temps de découvrir le château qui domine la ville et qui règne en maître au sommet de la colline. Man, c'est tellement hot, sérieux, je capote. On est dans l'enceinte du Castello de San Giorgio, qui est le château principal au sommet de la colline. C'est un château, c'est une forteresse qui a été bâtie initialement par les Maures au 11e siècle, donc pendant la période islamique. Et après ça, à la conquête, à la reconquête des Portugais, c'est devenu le palais royal, le palais impérial. Parce qu'avant, c'était uniquement une forteresse où on y mettait la garnison militaire. Ça fait 1h30 qu'on se promène à peu près. Il y en a beaucoup à voir et j'ose même pas imaginer de quoi ça a l'air en plein été, pendant la période touristique, parce que déjà là, je trouve qu'il y a pas mal de monde. On se pile ses pieds. C'est pas large non plus sur les tours, sur les tourelles, sur les fortifications, parce qu'on a le droit de se promener pas mal partout. Là, ça fait une grosse journée, par exemple. C'est comme si je m'étais levé à 3 heures du matin, puis que j'avais pas arrêté de marcher depuis, avec le décalage et tout, là. Donc déjà un petit mal de dos. Ça commence rough, sérieux. Au moins, il fait pas trop chaud, c'est juste correct. J'avais oublié comment c'était les voyages à la J. En fait, non, là, mais à chaque fois, ça me surprend à quel point c'est intense. Là, c'est comme s'il est 3 heures de l'après-midi. Mais j'ai pas mangé. En tout cas, peu importe. Je continue la route, puis je vais me reposer un peu. Le château Saint-Georges est situé en position dominante sur la colline la plus haute du centre historique, ce qui offre aux visiteurs une des plus belles vues sur la ville.
Si on retourne aux alentours du 11e siècle, les fortifications étaient constituées d'une place forte carrée de 60 mètres de côté, direct au sommet de la colline, et qui était défendue par des murailles d'environ 200 mètres de large. À partir de ce noyau-là, des murs renforcés par des tours et percés par des portes descendaient de chaque côté jusqu'au fleuve pour ainsi protéger les habitations. Pour ce qui est de la petite histoire, il faut savoir que c'est dans le contexte de la reconquista chrétienne de la péninsule ibérique que le premier roi du Portugal, Alphonse de Portugal, s'est allié avec les croisés normands, flamands, allemands et anglais qui se dirigeaient vers la Terre Sainte. Ils ont combattu ensemble et ont investi la fortification musulmane qui capitula après un dur siège de près de 3 mois. Tout ça en 1147. À partir du 13e siècle, Lisbonne est devenue la capitale du royaume et le château connut son âge d'or en devenant le palais royal. C'était donc le lieu d'hébergement pour la noblesse, en même temps qu'il servait comme caserne militaire. Les soldats furent souvent mobilisés, entre autres durant le siège des Castillans en 1373 et lorsque le château fut longtemps assiégé par les forces de Jean Ier de Castille en 1384. En tant que palais royal, il fut un lieu de réception pour Vasco de Gama après la découverte de la voie maritime pour l'Inde à la fin du 15e siècle. Son rôle comme palais royal s'est terminé au 16e siècle, avec l'installation de la famille dans le nouveau palais. Il fut alors utilisé comme caserne, puis comme prison pendant l'Union ibérique. L'abandon comme palais royal et surtout le terrible tremblement de terre et tsunami de Lisbonne en 1755 ont contribué au déclin et à la dégradation du monument. Il va perdre son caractère et être en partie interdit aux Lisboètes jusqu'au 20e siècle. Classé comme monument national en 1910, d'importants travaux de restauration ont eu lieu dans les années 1940 et à la fin des années 90. Ils eurent le mérite de réhabiliter le monument et de lui rendre son aspect médiéval. Il est actuellement un des lieux les plus visités par les touristes dans toute la ville de Lisbonne.